Salut, bienvenue dans ce cours sur l'eau dans la nature. Aujourd'hui, troisième partie. Nous allons parler des phénomènes météorologiques, et en premier lieu, nous allons étudier le cycle de l'eau avec ses changements d'état, et puis nous parlerons un petit peu des nuages, de la manière dont ils se forment, et puis aussi comment les reconnaître et les classer. C'est parti! Commençons par le cycle de l'eau. Donc le mot cycle, ça vient du grec kyklos, qui veut dire cercle rond. Donc il y a cette notion de quelque chose qui démarre d'un endroit et puis qui finit par revenir au même endroit. C'est ce qu'on appelle un parcours fermé. Alors ça peut être aussi un cycle dans le temps. Donc il y a une série d'événements qui se produisent, et puis quand on est arrivé à la case départ, eh bien ça recommence indéfiniment. Eh bien c'est ce qui se produit pour l'eau. Sur la planète Terre, il existe une certaine quantité d'eau, qui est là depuis extrêmement longtemps, probablement plusieurs milliards d'années, et puis, une grande partie de l'eau, l'essentiel de l'eau se trouve dans l'océan, évidemment, et puis, une partie de l'eau va se déplacer à la surface du globe, pour des raisons que nous allons voir ensemble, et va former un parcours qu'on appelle le cycle de l'eau. Alors ce parcours, peut durer, quelques heures si on est au bord de l'océan, et puis il peut durer, des milliers ou voire des dizaines ou des centaines de milliers d'années si, l'eau est temporairement stockée, par exemple, sous forme de glace, donc en Antarctique ou bien éventuellement, pour les glaciers, dans des grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya. Et puis sinon, les parcours sont beaucoup plus courts. Donc en Alsace, typiquement, un cycle de l'eau est de l'ordre de 3 semaines. C'est-à-dire que, l'eau qui nous tombe sur la tête quand il pleut, eh bien, 3 semaines plus tard, après avoir fait un parcours, va la ramener à l'océan Atlantique, eh bien, elle va revenir jusqu'à nous. Donc les choses à retenir, c'est que la quantité d'eau sur Terre ne varie pas, c'est ce qui est indiqué dans cette phrase, donc c'est une quantité finie. L'eau va se déplacer à différents endroits, donc elle va être localisée à différents endroits, je l'ai mis en bleu ici, parce que sur le cycle, c'est ce que j'ai dessiné ou écrit en bleu. Et puis, au cours du cycle, l'eau va être transportée, déplacée, et puis elle va aussi changer d'état physique, c'est-à-dire qu'elle va passer des états de solide à liquide à vapeur ou inversement. Et nous allons le voir dans l'illustration du cycle de l'eau. Sur ton document de cours, tu as le cycle de l'eau qui est déjà complet, mais nous allons, le voir ensemble. Alors comme c'est un parcours fermé, on peut commencer où on veut. Donc, on peut le choisir arbitrairement. Nous allons commencer dans l'océan puisque, c'est là où il y a la grande réserve d'eau. Mais avant de dessiner les cycles, il faut comprendre, pourquoi le cycle peut exister. Et pour ça, l'eau, pour pouvoir se déplacer ou changer d'état, a besoin d'énergie. Eh bien, cette énergie, c'est le soleil qui la fournit. Alors moi, j'aime pas beaucoup qu'on utilise le mot d'énergie solaire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Par contre, ce que je sais, c'est que le soleil, c'est une boule de matière, qu'on appelle un plasma, et qu'il y a des réactions nucléaires à l'intérieur, donc c'est une énergie, de type nucléaire. Mais ça, c'est très loin, c'est à 150 millions de kilomètres de nous, dans le Soleil. Eh bien, il nous envoie de la lumière, et la lumière, c'est une forme de l'énergie. Donc nous, ce que nous recevons du Soleil, c'est de l'énergie lumineuse, et c'est pour ça que je ne parlerai pas d'énergie solaire, mais bien d'énergie lumineuse. Eh bien, cette énergie qui, vient du Soleil, elle est absorbée par l'eau, en premier lieu à la surface de l'océan. Et donc l'eau en surface va être réchauffée par, l'énergie lumineuse qui vient du soleil, et donc ça va permettre à une petite quantité d'eau liquide, qui est en surface de l'océan, de passer à l'état de vapeur. Et c'est ce qu'on appelle l'évaporation, donc c'est le changement d'état physique qu'on appelle la vaporisation, et cette vaporisation se fait par évaporation, c'est-à-dire qu'elle se fait à température ambiante. Bien, il n'y a pas que l'eau qui est, dans l'océan ou les mers qui peut, s'évaporer, il y a aussi l'eau qui est sur les continents. Donc, si on prend une forêt par exemple, ou bien un champ de maïs, eh bien, il y a beaucoup d'humidité, et il se trouve que les êtres vivants, pluricellulaires comme, les animaux ou bien les végétaux, eh bien, ils transpirent, donc ils vont perdre une partie de leur eau. C'est d'ailleurs une des raisons essentielles pour lesquelles, nous devons, reconstituer notre stock d'eau et boire. Eh bien, au-dessus d'une forêt, quand, il y a le soleil qui tape fort, comme on dit dans la vie courante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie lumineuse qui arrive, eh bien, il y a de l'eau qui va, s'évaporer à partir de la transpiration des arbres, et c'est ce qu'on appelle évapotranspiration. C'est le mot le plus compliqué qu'il y a dans ce cycle. Donc l'évapotranspiration, c'est l'évaporation de l'eau qui provient des êtres vivants qui transpirent, et en particulier les végétaux,
et l'évaporation vient directement, de la surface, de l'eau liquide dans les océans, les mers, et cetera. Alors nous allons le revoir un peu plus loin dans la formation des nuages, eh bien, cette, vapeur va s'élever en altitude, sauf qu'elle va se refroidir en altitude et en se refroidissant, elle va se retransformer dans son état liquide et donc on va obtenir la liquéfaction. S'il fait encore plus froid, eh bien on va obtenir carrément de l'eau solide, de la glace et c'est la solidification. Donc ça dépend un peu de l'altitude des nuages et puis, de la température qui règne, donc on en reparlera dans la formation des nuages. Donc voici les nuages. Alors ça, généralement, ça se passe essentiellement au-dessus de l'océan. Donc par exemple, pour nous en Alsace, ça se passe au-dessus de l'océan Atlantique, à l'ouest de la France. Ensuite, ces nuages sont transportés, donc il y a un déplacement, c'est pour ça que je l'ai écrit en vert, et dans la vie courante, on va parler de vent. Donc qu'est-ce que c'est que le vent? Ben, c'est tout simplement des masses d'air qui se déplacent d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences de température. Alors ces différences de température font qu'il va y avoir un déplacement de la région où la matière est la plus chaude vers celle où elle est plus froide et donc ça va entraîner le nuage au passage. Par exemple, on va arriver au-dessus d'un relief, c'est-à-dire, d'une montagne, et bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand, les gouttelettes d'eau seront suffisamment lourdes, elles vont, finir par tomber et c'est ce qu'on appelle, la pluie tout simplement. Mais ça peut aussi être de la neige ou de la glace qui va tomber du ciel et donc l'ensemble de tout ça, la pluie, neige, glace, grésil, le grêle, eh bien on appelle ça les précipitations. Donc maintenant l'eau retourne au sol. Alors là, il y a 2 possibilités. Première possibilité, l'eau rentre dans le sol et on parle d'infiltration. Donc l'infiltration de l'eau dans le sol et le sous-sol va conduire à la formation de nappes souterraines. Donc je rappelle, si on est quelques mètres en dessous de la surface, on peut parler de nappe phréatique. Par contre, si on parle de l'eau qui est beaucoup plus profonde, à quelques dizaines, voire centaines de mètres de profondeur, eh bien c'est ce qu'on appelle les nappes souterraines. Et puis, ces nappes souterraines vont finir par, couler et rejoindre, l'océan et donc c'est ce qu'on appelle l'écoulement souterrain. Alors depuis le nuage jusqu'à l'écoulement souterrain, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien l'eau est tombée à cause de son propre poids. Maintenant, il y a une autre possibilité. Au lieu de s'infiltrer, l'eau peut, rester en surface et couler en surface et c'est ce qu'on appelle le ruissellement. C'est de là que vient l'origine du mot ruisseau, donc les ruisseaux, c'est l'eau qui ruisselle tout simplement. Et cette eau peut soit couler, et à ce moment-là, on a des cours d'eau, donc ça commence par des ruisseaux, puis ça devient, des rivières, puis ça devient des fleuves. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui arrive jusqu'à l'océan. Une rivière, c'est un cours d'eau intermédiaire qui généralement finit par se rendre dans soit une autre rivière, soit un fleuve. Alors il peut arriver qu'une rivière soit plus grosse qu'un fleuve, hein. C'est pas une question de taille, c'est simplement que le fleuve, lui, arrive jusqu'à l'océan. Et puis ça peut éventuellement être stocké temporairement dans des endroits comme par exemple les lacs. Quand nous arrivons au fleuve, eh bien, l'eau finit par retourner à l'océan ou à la mer et le cycle est bouclé et ça recommence. Alors pour retenir l'essentiel de tout cela, le moteur du cycle de l'eau, c'est l'énergie lumineuse apportée par le soleil. Dans un premier temps, il y a une évaporation et éventuellement une évapotranspiration. L'eau monte vers le ciel en étant entraînée par l'air chaud qui est chargé de vapeur d'eau humide. Je rappelle que la vapeur d'eau est invisible. En montant en altitude, elle se refroidit et va se liquéfier, voire même se solidifier. Ensuite, elle va être transportée par le vent, parce qu'il y a des variations et des différences de température, et donc il y a des échanges d'énergie thermique et c'est ça qui va provoquer les déplacements. Et puis, à un moment donné, l'eau va finir par revenir sur Terre, soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Ce sont les précipitations. Enfin, cette eau va, soit par ruissellement, soit par infiltration, finir par, revenir jusqu'à, l'océan ou jusqu'à la mer, et le cycle est bouclé. Si l'on veut revenir sur la formation des nuages, eh bien, on voit qu'il y a 3 étapes essentielles qui sont des étapes de changement d'état. L'étape 1, la vaporisation, l'étape 2, la liquéfaction et éventuellement l'étape 3, la solidification. Voyons cela en détail sur le document. Donc ici, j'ai représenté l'océan,
qui a une altitude de 0 m, c'est arbitraire, on a choisi de mettre le 0 m d'altitude du niveau de la mer ou de l'océan. Et puis on a un axe qui monte en altitude, alors on va à peu près jusqu'à 10 000 mètres, c'est, ce qui se passe pour notre latitude. Si on va à l'équateur, il faudrait mettre un peu plus épais, 12 000 mètres, éventuellement parfois 15 000 mètres. Au pôle Nord, ça serait un peu moins, ça serait plutôt autour de 8 à 9 000 mètres. Ensuite, la source d'énergie, le Soleil. Attention, je rappelle que le Soleil a une distance prodigieuse, 150 millions de kilomètres, donc c'est une distance incroyable. Parfois, certains pensent que quand on monte en altitude, eh bien, il va faire de plus en plus chaud parce qu'on se rapproche du soleil. Donc c'est une idée, qui est, complètement, erronée, c'est-à-dire, fausse. Pourquoi? Parce que c'est une idée qui date de l'époque où on ne savait pas que le soleil était fantastiquement loin. Quand on monte de 10 000 mètres en altitude, on monte de 10 kilomètres, alors que le soleil est à 150 millions de kilomètres, 150 000 fois 1000. Donc un 150 avec 6 zéros derrière. Donc c'est une distance incroyable. Donc quand on monte en altitude de 10 kilomètres, on peut dire que c'est comme si on se rapprochait absolument pas du soleil, ça représente rien du tout. Par contre, on s'éloigne du sol et quand on s'éloigne du sol, eh bien, la température baisse parce que, l'énergie, du soleil en particulier est stockée par le sol et restituée. C'est pour ça qu'il fait chaud près du sol, mais quand on s'approche, quand on monte en altitude, on s'approche doucement mais sûrement de l'espace qui est autour de la Terre et il se trouve, comme nous l'avons déjà vu, qu'il fait -270 degrés dans l'espace. Donc quand on monte en altitude, la température baisse. Alors elle baisse pas continuellement, ça c'est un peu plus compliqué, on l'étudiera en classe de quatrième quand on parlera de l'atmosphère. Il se trouve que les phénomènes météorologiques ne se passent que dans la première couche de l'atmosphère, qu'on appelle la troposphère, et dans cette couche-là, on se souvient tout simplement que quand on monte en altitude, la température baisse. Alors généralement, quand on monte de 100 mètres, 150 mètres d'altitude, pardon, la température baisse de 1 degré. Donc si on monte de 1500 mètres d'altitude, la température va baisser de 10 degrés. C'est pour ça que sur le document, je suis parti de 13 degrés Celsius, et puis à 1500 mètres d'altitude, on n'est plus qu'à 3 degrés Celsius. Quand on continue à monter, la température baisse, et elle se stabilise à peu près à -55 degrés Celsius, autour de 10 000 mètres. Si tu as eu l'occasion de prendre, un avion, dans ta vie, en faisant un vol, transatlantique par exemple, ou en allant loin, ça avec un long courrier, eh bien, l'avion va monter à une altitude d'environ 10 à 12 000 mètres d'altitude et parfois la température extérieure est indiquée, ça tourne entre -50 et -56 degrés Celsius. Bien, alors maintenant, la formation du nuage. Donc la source d'énergie, le soleil. Il nous envoie de la lumière. Alors cette représentation, un peu amusante, ne correspond pas à la réalité évidemment, les rayons lumineux se déplacent parfaitement en ligne droite. Donc cette lumière arrive au niveau de la surface de l'océan, qui va absorber, cette énergie lumineuse et donc ça va, augmenter la température des particules d'eau qui sont à la surface. Certaines vont réussir à s'échapper du liquide et vont passer sous l'état de vapeur. Donc c'est l'étape 1, vaporisation. Mais en montant en altitude, la température baisse. Donc la température est élevée ici, et puis en montant, la température baisse, et la vapeur d'eau qui est invisible ne va pas réussir à rester sous forme de vapeur, elle va se retransformer en gouttelettes liquides, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction, et c'est là qu'apparaît le nuage. Donc un nuage, c'est des gouttelettes d'eau liquide en suspension dans l'air. Ces gouttelettes ne tombent pas parce qu'elles sont suffisamment petites pour être transportées par les courants d'air, le vent, et ce qui suffit à les maintenir en l'air. Mais au fur et à mesure, elles peuvent grossir, devenir de plus en plus lourdes, et puis si elles dépassent une certaine limite, elles vont finir par tomber, c'est tout simplement les précipitations sous forme de pluie. On peut envisager, qu'elle monte plus haut et à ce moment-là, la température va être encore beaucoup plus basse et donc c'est ce qui se passe ici avec une étape 3 où les gouttelettes d'eau liquide vont maintenant passer à l'état de solide. C'est la solidification et on obtient un autre type de nuage qui généralement est beaucoup plus blanc, d'une part parce que c'est de la glace et puis d'autre part parce que c'est plus éloigné en altitude, donc il n'y a pas d'effet d'ombre qu'il peut y avoir sur les nuages de basse altitude qui peuvent paraître souvent gris, voire même gris très foncé. Maintenant que nous avons compris le mécanisme de la formation des nuages, on va pouvoir, les classer. Alors les spécialistes de météorologie classent les nuages en fonction de 2 critères essentiels. Le premier, c'est la forme. Donc si un nuage est plat et étendu, sur des kilomètres, on parle des nuages de type stratus
Une strate en géologie, c'est une couche, plate, étendue, de roches. Donc stratus, ça veut dire plat et étendu. Ou bien au contraire, les nuages se forment plutôt verticalement et donc ils ont une forme irrégulière, en boule. On parle de la famille des cumulus. Le deuxième critère, c'est l'altitude. Alors, il y a 3 grandes zones de formation des nuages, ceux qui se forment plutôt, à l'altitude basse. Alors là, on n'a pas de mots spécifiques pour en parler. Ceux qui sont à l'altitude moyenne, c'est la famille des altus, mais le mot altus tout seul ne se rencontre jamais. On va voir que ça se combine avec la forme, et quand on combine le mot altus, la terminaison US est remplacée par la lettre O, comme dans alto stratus. Et puis enfin les nuages, qui sont, d'altitude élevée, avec, le cirrus, qu'on va illustrer, dans pas longtemps, et tous ses dérivés, donc c'est la famille des cirros quelque chose. Donc comment sont formés les mots qui, constituent ce tableau? Eh bien c'est simple, on commence par indiquer l'altitude et ensuite la forme. Donc le nuage qui a à la fois altitude élevée, c'est un cirrus, et s'il est plat et étendu, c'est un stratus. Donc c'est un cirrus stratus, mais en, regroupant les 2 mots, on a remplacé le US pardon, par le O, et ça donne donc un cirrostratus. Prenons le deuxième. Eh bien, il est de l'altitude moyenne, donc il fait partie de la famille des altus, mais il est toujours étendu, c'est un altostratus. Celui qui est à l'altitude la plus basse, il est étendu, c'est la famille des stratus, mais il n'y a pas de mot, donc on garde le mot stratus. Alors ça, c'est une altitude qui est à 1000 mètres par exemple, mais ça peut aller jusqu'au sol. Et quand on arrive au sol, à 0 mètre d'altitude, eh bien ce stratus, ça s'appelle tout simplement le brouillard. Donc quand on est dans le brouillard, on est à l'intérieur d'un nuage. Si on est en voiture et qu'on avance, on se rend compte qu'à un moment donné, il faut utiliser les essuie-glaces, parce qu'il y a des gouttelettes d'eau qui finissent par se déposer sur le pare-brise de la voiture. Pour la famille des cumulus, le procédé est le même. Ceux qui sont d'altitude très élevée, c'est des cirrus cumulus, donc des cirrocumulus. Alors ça va former des petites boules qui sont très proches les unes des autres, et donc ça va faire un ciel bleu avec des petits moutons blancs. Ces moutons deviennent plus gros quand on arrive à une altitude un peu plus basse. Alors c'est pas qu'ils sont plus gros, mais ils sont plus près de nous, donc on les voit plus gros. C'est les altocumulus. Et enfin, les nuages isolés d'altitude basse qui ont des formes amusantes et irrégulières, c'est la famille des cumulus. Il nous reste à ajouter un terme, le terme nimbus, qui caractérise les nuages qui sont épais, et ce sont généralement des nuages de pluie. Donc ce mot nimbus peut être cumulé à un nuage plat, comme le stratus, ou à un nuage vertical, en boule, comme le cumulus. S'il est à la fois épais et plat, on a donc un nimbus stratus, un nimbostratus. On aurait pu l'appeler un stratonimbus, mais le nom qui a été retenu c'est nimbostratus. C'est un nuage qui n'est pas rigolo parce que c'est les jours où il fait très très gris, avec un ciel très sombre, très uniforme. Il y a un énorme nuage qui couvre l'ensemble du ciel. La lumière est faible parce que le nuage est épais, et puis il pleut pendant toute la journée sans discontinuer. Le nuage le plus célèbre, c'est le cumulonimbus. C'est un nuage vertical en forme de boule, cumulus, et très épais, donc il part d'une altitude basse et il arrive à une altitude très élevée. C'est le plus gros de tous les nuages, aussi le plus dangereux, c'est le nuage de l'orage, le cumulonimbus. Et enfin, si on a un nuage qui est à la fois étendu, comme un stratus, mais en même temps une forme irrégulière en cumulus, on a un stratocumulus, qui est un nuage qui est très courant. Nous pouvons résumer tout cela dans un tableau, ou avec la forme des nuages. Donc du côté gauche, nous avons les nuages stratiformes, c'est-à-dire ceux qui sont en couche, étendus. Altitude basse, le plus bas de tous, le stratus, ça peut aller même au sol avec le brouillard. Les stratocumulus, qui ont une forme irrégulière, mais qui généralement sont pas très hauts en altitude et qui sont très étendus. Le nimbostratus, qui parfois est plus épais que sur cette représentation. La couche intermédiaire, les altocumulus en forme de petits moutons, alors pas des petits, des gros moutons, des oreillers comme ça. Et puis les altostratus, qui forment un voile blanc épais, blanc grisâtre. Ensuite, les nuages de la classe la plus élevée, c'est la famille des cirrus. Les cirrus, c'est les plus élevés, c'est des sortes de filaments blanchâtres qu'il y a dans un ciel bleu. Les cirrostratus, c'est un voile blanc très très fin. Quand on le voit devant le soleil, eh bien, on voit quand même le soleil derrière, mais c'est diffus.
Quand ça arrive la nuit, la lune n'est pas masquée, mais on voit une sorte de halo blanchâtre autour de la lune. Et puis les cirrocumulus, les tout petits moutons, blancs dans un ciel bleu. Et puis ici à droite, les nuages à développement vertical, donc la famille des cumulus. Alors quand c'est des cumulus qui sont petits, et isolés, pas de souci, mais quand ils se regroupent, ils forment des énormes nuages qui peuvent débuter à une altitude de 1000 mètres et terminer à plus de 10 000 mètres, parfois même encore plus, 12 000 voire 15 000 mètres quand on est, dans les cyclones près de l'équateur. Ça nous donne ceci, avec les différentes couches de nuages, pour les nuages stratiformes, et puis pour les nuages cumuliformes. Et voilà, maintenant les nuages n'ont plus de secret pour toi, et le cycle de l'eau non plus. À bientôt!